parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde. Voilà. Donc, je vais laisser au père Benoît Marie se présenter. Donc, moi, je suis le père Benoît-Marie Jourjon, J-O-U-R-J-O-N. Donc, j'arrive dans ce lieu à Cachan. Je suis là depuis le 1er septembre 2016. Et de nombreux visages bien sympathiques. J'essaye de découvrir, de rentrer en relation avec les uns et les autres. Et ce thème qui nous est proposé aujourd'hui nous semble tout à fait pertinent, justement, dans notre Église, qui se propose de faire partager une expérience chrétienne. Donc, où effectivement, les relations sont multiples. Et dans cette expérience chrétienne, eh bien, nous sommes ouverts, bien sûr, à tout ce qui nous entoure. Quand je dis souvent, les chrétiens, c'est pas simplement les chrétiens rassemblés, mais c'est tous ceux qui ont des expériences diverses, qui ne vont pas forcément à l'église. Et puis aussi, il y a les hommes de bonne volonté, et puis il y a les autres religions, où de fait, nous sommes appelés à entrer en relation les uns avec les autres pour manifester cette bonne nouvelle qui nous est particulièrement dite dans l'Évangile. Voilà, c'est pas un petit cocon fermé, mais effectivement, c'est oser la relation. Et on ne peut oser la relation que si nous-mêmes, on se situe, on sait à peu près d'où on vient. Hein. Quand on sait d'où on vient, on n'a pas peur des autres, parce que, voilà, on a une expérience nous-mêmes pour justement, sans peur, sans crainte, aller rencontrer l'autre. Alors justement, peut-être que ça c'est un thème peut-être qui sera particulièrement assez intéressant avec les nouvelles technologies. Absolument. Alexandre. Merci Arnold de nous avoir invités. Merci Monsieur le curé pour votre accueil. Et merci à tous les bénévoles ici qui ont permis cet événement. Je pense notamment à Denise et à Philippe qui ont été les premiers à appeler l'association Cieux pour les aider à organiser ces rencontres interreligieuses. Et Arnold a bien voulu être le coordinateur de ces rencontres. C'est un défi ce que nous réalisons aujourd'hui. On le sait depuis les événements qui se sont déroulés dernièrement en France. Un défi de rassembler hommes, femmes, enfants de bonne volonté pour se rencontrer, pour apprendre à s'estimer, à mieux se connaître, et puis au fond à fraterniser. C'est vrai, on est un pays où on parle continuellement finalement de davantage de liberté, de davantage d'égalité. Il y a des contestations sociales où on ne manque jamais de revendiquer tel et tel droit. C'est important de revendiquer les droits, on est dans la patrie des droits de l'homme, on en est fiers. Mais on oublie souvent le troisième volet du triptyque de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, ce n'est pas un droit, c'est un sentiment. Et ce sentiment, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas, par des contestations sociales, vouloir l'imposer. Il vient naturellement, ou il ne vient pas. Eh bien, on essaie, nous, humblement, simplement de le susciter, de favoriser. Alors l'association Cieux, elle a un local qui se trouve au Kremlin Bicêtre, juste à côté. Et donc, nous accueillons tous les jours des volontaires en service civique pour nous aider à cette tâche. Je suis très heureux qu'au niveau local, à Cachan, il y ait cette volonté de rapprochement entre croyants et aussi non-croyants. C'est vrai que les habitants de Cachan sont tous invités à cet événement et j'espère qu'ils seront toujours plus nombreux. Alors, je m'appelle Gérard Zerbib et j'ai présidé aux destinées de la communauté juive de Cachan pendant près de 4 ans. Mon mandat s'est terminé au mois de juin de cette année. Et contrairement à notre tissu politique, on ne s'accroche pas au pouvoir. Et c'est avec un grand plaisir que l'alternance chez nous est importante parce que ça permet à chacun
d'entre nous de se révéler. J'occupe la vice-présidence de la communauté. C'est une communauté qui est composée d'environ entre 250 et 300 familles. C'est pas une très grosse communauté. Et je suis très heureux de cette initiative. J'avais déjà partagé avec Alexandre Arnold sur l'initiative de Cieux, puisque nos premiers contacts remontent à il y a un an, une petite année. Et la démarche est tout à fait intéressante, surtout dans le monde que nous vivons actuellement, où en plus vous avez choisi un thème aujourd'hui, l'homme connecté, qui est très, avec beaucoup d'énigmes en tous les cas, sur la connexion vers quoi, vers qui. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet. En tous les cas, voilà, très heureux de participer à ce genre de réunion, qui va dans le sens de ce que vient de décrire Alexandre, c'est-à-dire chercher les valeurs républicaines, pas uniquement religieuses, mais également les valeurs républicaines, sur le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui est un terme tout à fait intéressant et que nous prônons au quotidien, en tous les cas, dans notre communauté. Voilà. Merci. Bonjour, je suis le pasteur Jonathan. On est l'église évangélique basée sur Boulard-Rennes, à Bagneux et à Cachan. Donc voilà. Anglophone aussi, dans ce sens que ça veut dire qu'à l'église on prêche spécialement en français mais en anglais aussi. Donc parfois on est souvent aussi ici. Alors, content pour cette initiative. Hein. Bon, mon français n'est pas très bien. Bon, je vais de temps en temps mettre l'anglais aussi dedans, où je peux ne pas avoir un peu de parole. Donc on est content hein, pour cette initiative. Hein. Donc après on verra, on en parlera un peu parce que je viens souvent déjà à la réunion dessus. Et qu'on veut aussi essayer de mettre une antenne aussi vers Boulard-Rennes, Bagneux, dans le sens que c'est la mesure de se rencontrer et puis bon, de s'ouvrir les uns et les autres. Parce que si on ne va pas vers l'autre, l'autre ne peut pas venir vers nous. Donc voilà, et puis bon, il y a pas mal de thèmes qu'on en parle souvent. Moi, dans mon contexte des choses, je ne vois pas, je ne mets pas trop dans le point religieux, parce que parfois on a des musulmans qui viennent avec nous, aussi des juifs, tous les athées aussi. Pour moi, le point central, c'est de voir, parce que si je vais mettre la religion d'abord, ça va bloquer tout. Ça, on le met à côté. Jésus même n'a pas dit que la religion va sauver. Il a dit, voilà, ce qui peut aider l'un et l'autre, c'est déjà si on arrive à s'ouvrir vers l'autre, le regarder en face, sincèrement, le parler, et de dire ce qui est au fond de nous, ça c'est l'essentiel d'abord. Et le reste viendra. Voilà. Bon, très bien. Donc, en fait, j'ai composé un petit texte que je me propose de vous lire, parce que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à relier ce thème de l'homme connecté et de l'intérêt qu'on pourrait porter à ce type de thème dans le cadre de Cieux. Pourquoi en fait, ça vient tout bêtement de Mathieu, qui est un jeune en service civique, qui est venu me voir, et qui m'a dit « Oh, moi j'aimerais bien, là il va arriver, il est un petit peu en retard, mais j'aimerais bien converser avec, et puis confronter mon point de vue avec d'autres jeunes de 18-35, parce qu'on avait fait une grande réunion, Denise avait organisé une grande réunion le 24 janvier dernier, qui concernait vieux, jeunes, etc. Et il avait trouvé que les jeunes n'avaient pas eu suffisamment accès à la parole, que en tout cas leur point de vue n'était pas suffisamment soit représenté, soit éclairé, etc. Donc,
Je lui ai dit, bah, très bien Mathieu, on va prendre en compte ton désir et puis on va mettre une rencontre sur pied. Et puis une première pré-rencontre s'est faite où on a choisi ce thème de l'homme connecté qui apparemment est dans l'air du temps. Et la difficulté, c'était avant tout de présenter qu'est-ce qu'un homme connecté, en quoi on a intérêt à réfléchir là-dessus. Et en fait, je mets au point cette réunion. Et comment je fais? Est-ce que je passe par les réseaux sociaux ou est-ce que je prends mon téléphone et est-ce que j'essaye d'aller voir les gens directement? Et on s'aperçoit que pour ne serait-ce que l'organisation, on est obligé de rencontrer les gens matériellement, sinon ça ne se fait pas. Les réseaux sociaux ne suffisent pas pour ce type de réunion à réunir, à rassembler. Il faut donc un contact quasiment réel. Alors, c'est à supposer que la rencontre qu'on pourrait faire sur Internet, elle ne serait pas réelle. Même si elle est virtuelle, on pourrait se dire, oui, mais j'ai quand même quelqu'un en face. Oui, mais ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que, en fait, quand on regarde quelqu'un, et notamment pour l'organisation de ce type de réunion, encore une fois, il y a dans le langage de l'autre quelque chose qu'on appelle l'infraverbal, c'est-à-dire un langage corporel et un langage qui se situe dans le non-dit, qui va être tout aussi important que ce qui est dit. Et cet infraverbal, malheureusement, ne saurait passer par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui va fonder toute la richesse de notre échange avec l'autre. En tout cas, ce qui va favoriser ce qu'on appelle le jeu de la polysémie, le malentendu, et donc cette volonté d'aller vers l'autre. Comment? J'ai pas bien compris. Oh mais attends, tu me dis ça sur un ton, je ne sais pas si véritablement tu as envie que je vienne, ou ce que tu attends réellement de moi. C'est tout cet échange qui véritablement, par les réseaux sociaux, va finir par être gommé. Et finalement, ce décodage qu'on est tellement habitué à faire, nous, automatiquement, et qui, encore une fois, n'est pas possible pour un psychotique, et qui pose directement des grandes difficultés à un psychotique, et qui, pour nous, névrosés, marche merveilleusement bien, hein, cet équivoque, ces jeux de mots, etc., et ces silences, ces décodages, cette lecture du visage, et bien, pour nous, ça marche, mais malheureusement, par l'informatique, ça ne passe pas. Et bien justement, cet infraverbal vient dire l'indicible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça vient dire ce que le langage ne peut pas arriver à traduire. C'est que le corps vient à ce moment-là remplacer le langage. Et la question que je me pose, c'est finalement, si on évolue vers un monde connecté, qu'est-ce qui va rester de notre capacité à décoder l'autre de manière réelle, d'aller vers cette véritable rencontre? Et plus généralement, pour revenir à mon exemple, est-ce qu'une telle rencontre va être encore possible d'ici quelques années? Voilà, ça c'est la... Et donc, la première question à vous que je vous pose, c'est finalement, est-ce que ce lien à l'autre a changé? Et oui, dans quelle mesure? Alors, cette relation à l'autre, elle est primordiale. Primordiale d'une part parce qu'elle nous structure, elle nous permet par retour de savoir où on en est, mais elle est aussi vitale dans la survie de l'espèce, puisque c'est grâce à cette rencontre avec l'autre qu'on arrive à assurer la survie de l'espèce. Et donc, et donc, c'est vrai que cet engagement qu'on prend avec l'autre et ce risque de malentendu, ce risque de fâcherie, etc., qui est très vite gommé au travers des réseaux sociaux, eh bien, on voit que ça pose de plus en plus de difficultés
notamment dans le cadre marital, dans le cadre des relations de couple. Et donc, finalement, dans cette volonté de gommer toute difficulté, toute aspérité dans notre relation avec l'autre, qu'est-ce qui finalement va survivre de cette relation à deux que forme le ménage? Voilà. Et la question aussi qu'on peut se poser, toujours dans ce cadre de relation à l'autre, c'est que restera-t-il de cette communauté qui nous relie, que ce soit la communauté des chrétiens, la communauté des juifs, la communauté des gens de la communauté civile, etc. Finalement, est-ce qu'elle va survivre par le biais d'une existence réelle, ou est-ce que tout va devenir purement et simplement virtuel? Ça, c'est la grande question que je vous pose, vous jeunes qui êtes ici. Le deuxième point, c'est finalement la tentation, elle est aussi de présenter sur ces pages de réseaux sociaux quelque chose d'extrêmement lissé, d'extrêmement... Quasiment, c'est un idéal de soi qu'on vient afficher sur ces murs. Et tout est absolument photoshopé, lissé, revu. Et finalement, ce qu'on laisse transparaître de nous, c'est cet idéal, quoi. Voilà, ce nous parfait. Et finalement, le choc est d'autant plus violent quand on expose ça sur un mur, le mur de Facebook, et qu'on a des retours qui sont absolument désastreux, des commentaires qui sont absolument violents. Et parce que finalement, c'est pas nous qui nous exposons, c'est l'idéal de nous qu'on expose. Et donc, quand les remarques se font vives, elles sont d'autant plus féroces. Et elles sont d'autant plus féroces, et on se permet ce genre de critique d'autant plus violente, qu'encore une fois, il y a cet aspect virtuel. C'est pas vraiment l'autre. C'est pas vraiment un tel que j'ai en face de moi, mais finalement, en gros, je vais parler de manière tout à fait schématique, pratiquement, en pensant qu'on a simplement un avatar en face de soi, mais pas une personne réelle, avec finalement des sentiments en face. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi être courtois? Pourquoi finalement s'embêter à essayer de mettre les choses en forme, et puis on se défoule, on n'a plus de retenue et on y va gentiment. Et donc, la deuxième question que je vous pose, c'est l'utilisation de cette connectivité suppose-t-elle la naissance d'une nouvelle éthique? À la fois, l'éthique, elle va poser sur qu'est-ce que j'expose au travers de ces réseaux sociaux, et de quelle manière je réagis face à ce qui est exposé. C'est-à-dire vraiment prendre conscience qu'il y a quand même quelqu'un derrière. Et comment les choses vont évoluer. Parce qu'on voit bien que les suicides quand même à retentissement se multiplient, etc. Et que les jeunes sont quand même relativement vulnérables. Les jeunes et leurs familles sont quand même relativement vulnérables et très touchés par ce qu'on appelle le cyberbullying, qui est quand même beaucoup plus fréquent qu'on ne pourrait le penser. Donc, faut-il, oui ou non, l'émergence d'une nouvelle éthique? Et troisième et dernière question, c'est une question par rapport au temps. Alors je vais commencer par une petite anecdote qui m'a été livrée par Denise Richard, qui nous a parlé lors de la réunion du groupe interreligieux, du fait qu'elle avait accueilli son petit-fils. Et son petit-fils, il l'a émerveillé dans la mesure où, les copains, en fait, avaient organisé de manière quasi spontanée, comme ça,
ex nihilo, une réunion, en moins de 5 minutes, pof, on envoie un SMS groupé, tout le monde est prévenu, qui est présent, qui peut être là-bas dans une demi-heure, etc. Alors, nous, anciens, nous, ça nous pose question, parce que nous, autrefois, quand on voulait se réunir avec les copains, alors déjà le Minitel, ça réunissait pas tout le monde, ça fait rire, enfin, je sais pas si tout le monde connaît ce que c'est même qu'un Minitel, mais enfin, notre seul recours autrefois, c'était un téléphone, et donc, ça supposait une attente, une incertitude, c'est-à-dire qu'on avait un rapport au temps qui n'était pas aussi immédiat. Tu peux venir, puis dans les 5 minutes, si on n'a pas le SMS, c'est absolument dramatique. Donc on voit bien que, oui, mais alors ça peut faire sourire, mais alors ça pose une question par rapport non seulement au temps, mais aussi à la question est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas. Tu m'as pas répondu, tu m'aimes plus. Et ça, on n'arrive plus à accepter ce temps de latence. Et on va immédiatement l'interpréter comme « on ne m'aime plus, on ne me désire plus ». Et voilà, c'est pareil pour les likes sur les posts qu'on va mettre sur Facebook. C'est vraiment l'angoisse. Si on n'en a pas, je ne sais pas, 2 ou 3 des amis proches là, qui n'ont pas répondu dans les 5 secondes qui suivent l'affichage de telle ou telle information sur un mur personnel. Et donc, le temps change. Ce qui change également, c'est la perception qu'on a, enfin, c'est-à-dire, Internet nous force à une sorte d'éternité, mais pas celle promise dans la Bible, dans la Torah, mais plutôt ça ressemble à un mythe de Sisyphe. Alors je m'explique. Parce que Google, Facebook, etc. ont été maintes fois condamnés à ce droit à l'oubli, mais ce droit à l'oubli, finalement, en réalité, ne s'exerce pas. Et finalement, ça pose un problème, parce que c'est un deuil qui ne peut pas se faire. Et c'est un deuil impossible. L'humain est remarquablement fait, c'est-à-dire que pourquoi on arrive à faire le deuil, c'est parce qu'on arrive à oublier certaines choses. Certaines choses qui font mal, avec le temps, se gomment, et ça nous permet de surmonter les épreuves, etc. Et le rapport qu'on va avoir au deuil, et donc par rapport à l'éternité, va être radicalement modifié, dans la mesure où, même si on veut effacer certaines informations, ça s'avère absolument impossible. Et donc, comment, dans l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir envisager ça ? Que faire de ce surcroît d'informations, ces choses dont, finalement, qui vont révéler un deuil impossible, et comment vous allez faire ? C'est vraiment là la question, je n'en ai pas absolument la réponse. Et alors ça, c'est les 3 questions que je vous adresse cet après-midi. Et pour conclure, ça va être au chef des communautés qui composent la ville de Cachan que je vais adresser cette question. En quoi vous, chef de communauté, vous allez pouvoir nous aider à nous guider dans ces nouvelles franchissements qui sont en train de se faire, ces nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est se mettre en 2 groupes et puis essayer de réfléchir. Je crois que nos amis, nos jeunes amis musulmans commencent à arriver, alors ils vont peut-être pouvoir intervenir juste avant. Voilà. Bonjour. 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 Ah, c'est Edouard. Bonjour Edouard. Donc ils sont pas prêts. On va donc se diviser. Oui, alors éventuellement, si vous voulez intervenir maintenant pour est-ce qu'il faut qu'on prenne un rôle aux jeunes d'abord? On va peut-être les laisser venir, les jeunes musulmans, comme ça, on pourra intervenir tout de suite. Et puis ça laissera pas plus de temps aux jeunes musulmans d'arriver. Je pense pas. Non. Non. Oui. Oui.
Voilà, donc je vous propose de vous diviser en deux groupes et d'essayer de me rapporter quelques pistes de réflexion pour moi. Voilà, égoïstement, j'aimerais bien avoir votre avis. Mais c'est très égoïste ma démarche. Hein. Je voulais juste rajouter un petit truc. Je disais qu'en fait, on est tous dans nos traditions religieuses, avec nos familles, nos traditions culturelles et religieuses en fait. Et on est tous confrontés à la même évolution du temps. Et on est tous dans la même galère. Et là, on est unis parce que l'histoire avance et on est tous confrontés. Alors, on a beau avoir chacun peut-être des histoires différentes, des traditions différentes, des cultes différents. Finalement, le temps fait qu'il nous rassemble un peu malgré nous, puisque les situations auxquelles on est confrontés, on est tous confrontés aux mêmes situations de l'actualité, enfin, du présent en fait, qui nous bousculent dans nos certitudes, etc. Et on est obligé de s'adapter. Et c'est dans cette adaptation qu'on peut se retrouver aussi. Parce que ça pose problème à chaque tradition différente. Je pense, enfin je sais rien. Ouais, mais c'est... Ouais. Est-ce que comme on n'est pas trop nombreux, on fait vraiment des groupes, est-ce qu'on peut rester comme ça et je peux débattre comme ça. Comme ça on vous écoute et puis on échange comme ça. Et vous avez besoin de réfléchir ou vous pouvez déjà donner... Alors sur la première question, à votre avis, le lien à l'autre a-t-il changé? Denise a une question. Non, excusez-moi, moi ça, je me demande, quand j'ai entendu la proposition de madame, mais je me demande s'il ne faudrait pas poser la question aux jeunes qui sont là, si eux-mêmes veulent un groupe de jeunes ensemble, et puis les autres, on se mettrait ensemble. C'est important quand même, puisque les jeunes étaient Pourquoi des groupes de jeunes ensemble? La question est posée, parce qu'au départ, c'était pour les jeunes. C'est Oui. le débat posé par le important de poser la question. Moderne contre ancien. Je crois que Denise a raison, les jeunes, ils ont aussi des codes à eux. Et c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de parler, de se sentir parler librement avec leurs propres mots. C'est vrai que si on est à côté, on va avoir tendance à parler un peu à leur place, ils vont se sentir un petit peu corrigés. Bref, ils seront plus libres à parler entre eux. En revanche, il faut qu'il y ait un rapporteur ou une rapporteuse entre vous qui puisse faire un petit compte rendu de ce qui s'est échangé. Alors, qui veut bien jouer ce rôle? Si je peux me permettre, je pense que l'un des avantages des utilités comme ce rassemblement, c'est justement de pouvoir discuter peu importe l'âge et donc d'éviter de faire deux groupes différents qui pourraient faire des avis qui sont plus durs à confronter que s'ils sont générés d'un même groupe et donc des voix qui seraient plus jeunes. Oui, je crois qu'il y a un argument qui va dans le sens de l'intergénérationnel, c'est qu'eux n'ont pas connu la période avant les réseaux. Oui, Comment ils peuvent répondre à la première question? C'est vrai, mais quand je raconte cette histoire du téléphone, tout ça qui vient Internet, ça vous ne l'avez pas connu. Vous êtes né avec le téléphone portable et pour vous, il paraît inconcevable de ne pas pouvoir passer un SMS. Alors que nous, on a connu le téléphone qui était relié au mur. Et quand il n'y avait pas de téléphone, Ah oui, non, mais là... ben nous on a connu quand il n'y avait pas de téléphone chez nous à Madagascar. Donc ça aussi c'est autre chose. J'ai juste une petite anecdote peut-être, pas plus tard qu'hier, Marina, qui est volontaire en service civique avec SIUB, en Tunisie, me disait qu'elle était très surprise. Parce que dans les petits cafés en Tunisie, alors on pense que la Tunisie, avec évidemment les paysages traditionnels, les pratiques sociales ancestrales, eh bien on se fait normalement face dans un café et on discute normalement. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun a sa tablette, son portable, et dialogue avec son portable, et éventuellement avec la personne qui est en face. Et ça a beaucoup surpris Marina. Est-ce que c'est un peu comme ça? Non, ça appétite. Oui, ça ne faut pas ne pas réagir à ce genre de comportement. Bon, bien sûr, les Alors, nous sommes dans une période, nous, peuple juif, entre Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous avez choisi la date, ouais, entre Rosh Hashanah et Kippour. Cette période est une période d'introspection qui est largement
destinée à l'ouverture vers l'autre. Et elle se doit d'être... c'est tout un cheminement qui permet d'aller donc depuis le Nouvel An jusqu'à Yom Kippour, qui est le jour du jugement, enfin entre guillemets, et dans lequel on se doit d'aller spontanément vers l'autre et d'apporter et de regarder l'autre. Pourquoi je parle de cette période? Parce qu'elle est importante pour nous en tous les cas. Elle décrit non pas une attitude, mais une volonté et une détermination à vraiment s'inscrire, comme on dit chez nous, s'inscrire dans le livre de la vie, puisque c'est l'objectif. Et à Yom Kippour, en fait, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, à Yom Kippour, on est jugé et on est inscrit ou pas dans le livre de la vie. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc nous sommes vraiment dans cette période intense, en tous les cas, de recherche, d'introspection et d'ouverture vers l'autre. Lorsque j'entends qu'on communique face à face avec des tablettes, ça me fait bondir parce que autant la technologie peut nous apporter des choses extraordinaires, autant elle peut être destructrice. Et un de nos écrivains du XVIIIe siècle avait déjà avait déjà mis en garde au travers d'un écrit en disant science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est Rabelais qui dit ça. Alors la science, très bien, mais si elle n'est pas maîtrisée, et si elle ne met pas des limites à la moralité, à la morale, eh bien c'est une dérive assurée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du XVIIIe siècle. Alors moi j'aurais tendance à dire, nous devons vivre avec notre siècle, et je parle aux jeunes. Et pour un certain nombre d'expériences que j'ai vécues, je dirais également aux parents, faites confiance à vos enfants. Parce que ce que vous leur inculquez, ce que vous leur transmettez comme valeur, un jour ou l'autre, elles vont se révéler. Quel que soit l'endroit, le moyen, mais un jour, elles se révéleront. J'en ai fait la propre expérience et je peux vous garantir que j'ai été très, très, très surpris de savoir que certaines personnes parlaient de mes enfants. J'avais pas l'impression qu'on parlait de mes enfants. Non, mais très sincèrement. Je veux dire, alors que je me bats au quotidien pour leur dire, pour aller à l'encontre de ce qu'ils apprécient par-dessus tout, enfin à l'encontre, ou en tous les cas essayer de ménager ou d'aménager, eh bien, on s'aperçoit, je me suis aperçu, avec beaucoup, beaucoup de surprises, avec grande surprise et une grande fierté, que ce que j'avais semé dès leur plus jeune âge, et c'est là où est le rôle des parents, c'est de les accompagner et de leur transmettre. Oui, nous devons vivre avec notre temps, oui, nous devons vivre avec la technologie, mais elle doit être maîtrisée, et nous devons absolument faire preuve de discernement, le mot est important, en tous les cas, parents vis-à-vis des jeunes, mais je suis confiant. Je suis confiant dans les générations qui viennent, et je suis confiant, je reste confiant en tous les cas, de ce que nous transmettrons prendra un jour une dimension insoupçonnée et insoupçonnable. Alors, les réseaux sociaux, comme le disait Arnaud tout à l'heure, nous contraint et nous astreint à vivre dans le paraître. On vit dans le paraître. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Et c'est là que je mets un point important, c'est qu'il faut faire attention parce que la chute peut être terrible. Tu l'as dit tout à l'heure. Nous sommes dans le paraître. C'est nous donner les plus beaux attraits. Enfin, moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas les réseaux sociaux. De temps en temps, je vois ce qui se passe sur le réseau avec mon fils. Mais c'est complètement dans le paraître. C'est-à-dire, on se parle des plus belles choses, on essaye de dire
des choses marrantes, etc., etc. Et on n'est pas nous-mêmes. Et nous ne sommes pas nous-mêmes. Et lorsqu'on se met, ce genre de réunion est intéressante parce que il n'y a plus de paravent. On est face à face. On peut discuter et c'est ce qui manque c'est ce petit manque dans le réseau social et dans les réseaux sociaux, c'est que on est dans le paraître alors que nous devons être. Et plus nous évoluons, et plus la société évolue, et plus nous devons chercher, nous, en tous les cas, moi en tant que responsable communautaire, à faire en sorte de rester le plus proche de l'être et non pas du paraître. Et c'est pas simple, parce que bien souvent, tout est travesti, tout est déformé, et lorsqu'on fait face à la réalité, là les choses prennent une autre tournure, une autre dimension. Voilà, je voulais juste terminer par répéter ce que j'ai dit. Faites confiance à vos enfants. Moi, je fais confiance aux jeunes. Et par expérience, encore une fois, j'ai pu vivre des moments intenses de grande fierté de savoir que mes enfants transmettaient des valeurs que à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, on essayait de leur inculquer. Et à un moment, ça s'est révélé. Voilà. Alors, en termes de retour d'expérience, juste une question peut-être à Gérard, parce que la communauté juive, elle a une pratique religieuse qui permet une certaine forme de retrait, de désintoxication à l'égard des réseaux sociaux et du téléphone en tant que tel, puisque à Shabbat, normalement, on ne doit pas téléphoner. Comment s'adapte la communauté juive à cette évolution des mœurs et l'utilisation du portable? Est-ce que c'est bien vécu par les jeunes? Et comment vous parvenez à Non, mais je rejoins votre réflexion, c'est que nous sommes tous touchés par ce phénomène, ça c'est clair, hein, on n'est pas... Alors, Alexandre a soulevé un point intéressant, c'est vrai que, pas uniquement Shabbat, mais toutes les fêtes juives, notre téléphone est posé, on le coupe pendant la durée de la fête. C'est-à-dire qu'il n'y a, durant ce temps, et là la notion du temps est importante, ce temps doit être consacré à l'autre, doit être consacré à sa famille, et il doit être consacré à l'échange. On coupe le téléphone, on coupe la télé, on coupe tout ce qui est source d'information pour ne se retrouver qu'entre nous, discuter, échanger, aller voir un tel ou un tel et faire en sorte que, voilà, de discuter, de faire ressortir ce qui est de plus noble au fond de chacun. Voilà. Est-ce que les jeunes arrivent à le vivre, cela? Alors, les jeunes le vivent, pas tous bien évidemment, parce que comme dans toutes les communautés, il y a ceux qui sont religieux, il y a ceux qui ne sont pas religieux, il y a ceux qui observent. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que voir certains jeunes, pas très religieux, mais observer cette période d'abnégation, de recherche, etc. C'est tout à fait intéressant de savoir. Alors, jamais échanger avec eux sur le pourquoi et le fond réel de leur action. Mais je pense que je vais le faire assez rapidement parce que ce genre de débat nous motive et nous permet d'aller chercher. Est-ce que ça vous arrive, vous, en tant qu'utilisateur, je ne suis pas de compte Facebook ou quoi que ce soit, est-ce que ça vous arrive d'avoir la volonté de bon, je suis plus là, je coupe tout, ça vous arrive fréquemment ça? On vous écoute. Ah. Oui, c'est vrai, par exemple, moi je sais que dimanche matin, mon téléphone est coupé, et après la messe, moi je l'arrête. Mais après, il y a aussi les retraites spirituelles. Oui. Si je suis scout, même pendant les camps scouts, c'est vrai que il n'y a pas de réseau. Et ça se présente comme une nécessité ou ça fait du bien ça... Oui, non, c'est vrai que c'est important, et puis c'est un moment, une période où on est vraiment en contact avec les autres, forcément. On discute, on sûr qu'il n'y a pas des moyens de se faire déranger non plus. Ou, voilà. D'autres expériences à ce sujet? Sachant de sa part, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir rester sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une
pareil que, je sais pas comment tu t'appelles. C'est pareil que Baptiste, je suis scout et du coup pendant les réunions, les week-ends et les camps, c'est des moments où on met le téléphone à part et ça permet de se concentrer sur, sur le projet, sur les personnes avec qui on est pour pouvoir ensuite passer tout le camp ensemble et où on ne va pas avoir du coup le téléphone parce qu'il n'y aura rien pour le charger ou quoi que ce soit. Et du coup c'est aussi des moments, toutes les semaines du coup, on retrouve à ne pas avoir de téléphone pendant une durée variable et ça fait du bien aussi d'être vraiment avec les personnes avec qui on est. Merci pour le compréhension. Moi j'aimerais aborder dans le sens parlons un peu de la dynamique un peu de ces réseaux sociaux là. Il n'y a pas que Facebook, il y a aussi WhatsApp. Mais on entre un peu dans la dynamique de ces réseaux sociaux là, on voit qu'on développe des relations humaines un peu virtuelles. Et la plupart du temps, on développe plusieurs chaînes de discussion, on développe plusieurs... c'est comme les relations humaines, mais c'est seulement virtuel. Et c'est là un peu le danger aussi. Et parce que vous posez la question, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir ces réseaux sociaux-là? Oui, ça dépend du degré avec lequel vous entrez dans ces chaînes de relations virtuelles. Ou bien vous devenez accro à un certain niveau. Vous pouvez voir des gens qui, à 4 h du matin, à 2 h du matin, sont sur les réseaux sociaux. Parce que... La question, excusez-moi de vous interrompre, mais alors, moi qui suis absolument pas dans le truc, quelle jouissance on peut retirer de ce type de... C'est la société qui a fait ça. Oui, mais quand même, l'individu y adhère. Il y a plusieurs sujets qui quand même vont développer ce type, je ne sais pas si vous parlez d'addiction, mais en tout cas, cette volonté d'être accroché à ce qui serait une relation. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, au point d'en être accroché, à votre avis? En fait, comme le monsieur l'avait souligné au départ, sur les réseaux sociaux, ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est seulement, il faut savoir poser des limites. Oui. Et maintenant, il y a des grandes utilités dans l'usage des réseaux sociaux. Moi, je connais beaucoup de groupes sur lesquels on évoque des débats sur la religion, des réflexions carrément profondes. Mais c'est seulement, il y a une place pour ce chose, seulement il ne faut pas dépasser les bornes. Et le monsieur avait parlé de lucidité. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne va pas tout le temps rester quand même sur les réseaux sociaux? Il faut savoir poser des limites. Et ça, c'est cette lucidité qu'on a, de cette lucidité qu'on a besoin. Maintenant, quant à l'utilité, tout dépend de qui nous sommes et de la méthode. Il y a certains qui aiment cela jouer à l'ancienne, c'est-à-dire des discussions comme ça. Bon, la génération nouvelle. C'est pas tolérant. La génération nouvelle, c'est pas nécessairement ça. Il y a de cet aspect qui entre en jeu. On peut changer. Par exemple, moi, j'ai des groupes qui permettent de discuter sur un sujet avec des gens de partout dans le monde. Et ça permet nécessairement de voir le point de vue des autres sur tel aspect. C'est vraiment enrichissant. Mais on va pas. Il faut savoir mettre des limites. La question que je me pose, puisque pour moi c'est un monde abscon, c'est le contenu de l'échange est-elle le même? Non. La même. Non, et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de ces groupes. Parce qu'il y a. C'est comme les chaînes de relations qu'on a dans la vie ordinaire, comme ça. Tu choisis des gens avec qui tu discutes. Tu as des groupes de pairs dans lesquels tu t'intègres. C'est la même chose. Quand on prend les réseaux sociaux comme Facebook ou bien WhatsApp, il y a de ces groupes aussi dans lesquels on est. Quels sont les groupes dans lesquels tu es? Quels sont les sujets qui sont évoqués dans ces groupes-là? C'est là la question. Donc, il faut avoir une lucidité pour choisir. Les réseaux sociaux nous offrent beaucoup de capacités de communication, beaucoup de potentialités, mais comment nous l'utilisons, c'est là la question. Et là, ça revient à monsieur qui parlait d'éducation qu'on donne, ce qu'on transmet à l'enfant. Et quels sont les outils qu'on leur donne pour avoir cette lucidité-là, cette capacité à choisir dans la masse d'informations, dans la masse de relations qu'on a, et pour choisir les meilleurs. C'est ça. C'est le constat, le réveil un peu tardif. Ouais.
justement, c'est un peu l'expérience d'une superpuissance qu'on est en train de vivre. En fait, on peut entrer en relation avec tous, on peut avoir les infos, on accumule les infos. En fait, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? En fait, comment on réagit vis-à-vis de cette potentialité? C'est peut-être aussi la question de l'enseignement. L'enseignement, c'est pas recevoir des tas de choses, mais c'est comment réfléchir avec la réalité qui est en face de moi. Souvent en terminale, on dit on fait de la philosophie, on ne fait pas de la philosophie. On accumule des philosophes, des expériences, mais après, le travail reste plein. C'est comment moi je réagis à, comment je me positionne et comment on amène les jeunes et les moins jeunes à réfléchir sur le sens de leur vie en fait. Parce qu'on aura beau faire le voyage de la Terre entière par Internet ou toutes les expériences du monde, mais moi, qui je suis dans tout ça et dans quelle relation je veux entrer. Et donc là, je pense qu'il y a le religieux qui se met, à mon avis, en marche, hein, sur d'où je viens, où je vais, quel sens je donne à ma vie. Ils sont là, les questions. C'est que, oui, il faut qu'on rentre aussi un peu de manière directe, profonde, c'est qu'il faut savoir. Moi, je crois à la fin, il faut qu'on arrive à voir comment concilier la connectivité et l'homme. Parce que la connectivité, elle a eu sens bien. Par exemple, il y a des coins en Asie ou en Afrique où il n'y avait pas de communication, où il n'y avait rien, mais à cause de la connectivité, ça paraît vivant. Il y a même le problème de la sécheresse, de la connectivité, et essaie de résoudre. Mais il faut aussi voir l'autre côté. Il n'a pas arrêté le suicide de la connectivité. Il n'a pas arrêté d'éloigner les uns les autres si on ne met pas le fond de nous-mêmes. J'ai une image en tête, c'est que les hommes puissants actuellement, par exemple Obama ou Hollande, quoi que ce soit, s'il n'y a pas les gens autour de eux, s'ils sont que la connectivité, ils peuvent appuyer sur le bouton ne plaît pas. Parce qu'il n'y a personne autour d'eux. Parce qu'ils sont seuls. Donc c'est là, il faut. Bon, il n'y a rien de mauvais dans la connectivité. Il y a le côté bien, il y a le côté mal, mais il faut qu'on arrive à concilier les deux. C'est très important ça. Sinon, ça ne sert à rien cette connectivité. Merci. Je prends cet exemple tout à fait simple. Vous avez un appareil électrique connecté que vous baladez autour de votre taille et de votre tête. Voilà. Et pourtant, il est en permanence en action. Donc, c'est-à-dire que vous gardez quand même cette liberté de le couper, de vous en servir, c'est-à-dire vous jugulez entre cette jouissance de vous couper du reste du monde ou d'interférer avec l'autre. C'est juste, mais ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la manière dont on va pouvoir justement, nous on n'en est pas capable parce que comme avec l'arrivée des portables, les premiers temps, les premières arrivées du portable, les premières arrivées du portable, tout le monde répondait à n'importe quelle heure. Mais maintenant, les gens ont pris l'habitude de couper, de filtrer. On ne répond pas systématiquement. On va filtrer, Et vous, jeunes, beaucoup plus facilement que nous, vous avez mis des procédures en marche très intelligentes de manière à ne pas vous laisser envahir par ce monde. Et justement, c'est ce témoignage dont que je voulais que vous nous apportiez. Je pense que c'est un peu la même chose que vous faites contre c'est-à-dire Lucas, qui est un réseau social.
Donc le fait que vous pouvez avoir un nom donné de n'importe qui, et je pense que tout le monde aura un moment d'isolement intime entre l'humeur et la musique, et un réseau social qui connaît tous vos vies jusqu'à au moins ton secret. Alors et que vous êtes connecté en permanence avec que vous vouliez. C'est l'homme connecté en termes général. Voilà. Et ça, c'est dire en vouloir concilier, c'est très difficile. C'est comme ménager la chirurgie. C'est possible. Et je crois que, effectivement, le risque, c'est de tomber dans l'idolâtrie d'Internet. C'est-à-dire dire que Internet, les réseaux, enfin, la technologie va nous donner en fait la solution de nos relations, va nous donner le potentiel. Mais voilà, le problème, c'est des immenses informations, mais il faut que je reste sujet. Hein, il faut que je reste sujet pour effectivement savoir qu'est-ce que je fais de tout ça. C'est ça, c'est bien ça. Si je ne reste pas le sujet, eh bien je suis englouti dans des tas d'informations, je suis un clone. Voilà. Et je ne suis plus en relation ni avec Dieu, si je suis croyant, ni les uns avec les autres. Je suis perdu dans cette masse d'informations. C'est le problème de l'espace et du temps. C'est se faire illusion de croire que, en fait, je deviens l'égal de Dieu. C'est la tentation, parce que la jeunesse. C'est l'ultime. Alors, d'ailleurs, ici, on est. Mais Internet n'est pas mauvais. Les nouvelles technologies ne sont pas mauvaises en soi. Mais comment, moi, je maîtrise? Je suis un être vivant, pensant, le plus faible de la nature des pensants, comme Pascal, et je suis capable, en fait, de m'approprier ces informations pour effectivement être maître, entre guillemets, de ma vie. Ce n'est pas l'autre ou des technologies qui vont me donner sens à ma vie, mais c'est ma réflexion, c'est ma tradition, à l'époque de ma tradition, etc. C'est l'échange avec l'autre, avec les différentes cultures. Et souvent, on est dominé par les technologies. C'est-à-dire qu'en fait, le choix d'une technologie oriente le contenu même du message. Le choix du canal modifie effectivement le message lui-même. Par exemple, Facebook, comme son nom l'indique, c'est parler de livre sur soi-même, en fait, parler de soi. Ça invite évidemment à parler de soi, à faire sa promotion, son autopromotion en permanence, et donc ça développe nécessairement, qu'on le veuille ou non, un certain narcissisme. Il y a un autre réseau social que j'ai découvert pas plus tard qu'il y a 2 jours, et je ne connaissais pas, et je l'ai découvert par l'intermédiaire de jeunes notamment. Ça s'appelle Trash Talk. Alors, Trash Talk, comme son nom l'indique, c'est la parole vulgaire, hein, c'est la parole blessante, c'est la critique permanente. Alors, c'est un réseau social utilisé par les jeunes pour... balancer. Comment? Pour balancer. Pour balancer contre les personnes avec lesquelles ils se trouvent, même, parce que c'est un réseau qui permet de chatter très rapidement. Voilà. C'est quelque chose d'absolument terrible. Ici, on est accueilli par la paroisse Saint-Jean, dans le colloque de Saint-Jean, et le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu est descendue. Vous voyez, la notion de parole, le ministère de la parole aujourd'hui doit être repensé à la lumière de ces réseaux sociaux qui peuvent, effectivement, comme le dit M. le curé, si on n'est pas maître de la technologie, à ce moment-là, on est conduit par elle et on devient lui-même son instrument. Alors, juste un mot, c'est que, alors, moi j'aurais aimé, s'il y a des gens qui disent c'est pas possible, qui nous disent pourquoi, et ceux qui disent c'est possible, tu leur dis pourquoi on ne parle pas dans le vide. Parce que moi je sais, comme je l'ai dit, c'est possible parce que on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, on peut concilier. Ça, c'est discutable. Bon, c'est discutable, vous allez me dire votre point de vue tout à l'heure. La connectivité et l'homme. Sinon, on ne va nulle part. Sinon, le progrès ne se fait pas. Et quand j'entends tout à l'heure, quand on est dominé, on n'est pas dominé par quoi que ce soit. We have our own head. On a notre propre intelligence. On n'est pas des animaux pour réfléchir. C'est ça qui nous différencie entre l'être humain et les animaux. Donc, il faut qu'on met, sinon on va sortir ici
sans savoir où on va, sans savoir des points clés. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, pour les dominer, ils disent pourquoi. Moi je dis non. Ceux qui disent que ce n'est pas possible de concilier la connectivité qui est le problème, et l'homme qui dit pourquoi. Moi je sais que c'est possible. Tout est dans le vouloir. In your will to do something. Le problème, c'est notre société. Et là, en totale contradiction avec le point positif que je voulais vraiment mettre en avant. Déjà, avec ce débat, je pense qu'on arrive un peu en retard, parce que c'est déjà tellement planché, on a déjà tous les problèmes sociaux qui ont découlé de cette liberté de parole, l'accès à Internet à outrance, et que, bon voilà, on en parlait, mais on est en train de déjà partir. C'est juste. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Après, on peut développer sur Facebook ou autres réseaux sociaux, comme par exemple hashtag, etc. C'est la société, enfin, c'est une société qui nous a vendu ça. Nos parents, par laxisme ou par ignorance, ont laissé ce genre de choses s'établir. Et là, on tombe un peu, oui, c'est là. Maintenant, pour s'en débarrasser, il va falloir changer un peu de société, il va falloir commencer par là. Parce qu'effectivement, on a le libre arbitre, on est à flingue, vous pouvez le laisser là, vous pouvez le prendre. Oui, mais là, c'est caricature un peu comme ça, mais c'est se constituer tout de suite en victime, et alors pour les consommateurs, c'est un petit peu une position facile. Je vais quand même. Non, on est toujours quand même. On est toujours quand même sujet, heureusement. Je vais en profiter pour présenter l'imam Benama, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre et qui fait partie de la mosquée de la réussite. Voilà. Alors. Donc, je suis M. Benama, responsable de la communauté musulmane du Cachan. Excusez-moi du retard, parce qu'on avait une rencontre, on avait plutôt des introduits, on reçoit des invités, on a des rencontres, etc. Et donc, là, je suis venu quand même parce que je ne suis pas de la non, c'est bon, donc, vous voulez que je te donne par rapport à le thème? Donc, l'homme connecté, je suis né trois jeunes. Donc, l'homme connecté, en fait, c'est un thème très intéressant parce que la société actuelle aujourd'hui, où les technologies se sont développées, sont vraiment développées. Donc, je pense que nous, en tant qu'hommes de foi, il faut prendre la chose sous le côté positif. Donc, l'homme connecté, effectivement, toutes les technologies qui sont développées, aussi bien informatique, les réseaux sociaux, etc., si elles sont bien utilisées, bon, elles peuvent apporter du bien, effectivement. Mais sachant que nous sommes des gens qui mettent en avant plus le côté religieux, et donc maintenant, il faut se poser la question, et c'est là la problématique. L'homme connecté, qu'est-ce qu'on entend par homme connecté? Est-ce que homme connecté aux machines, au matériel, ou homme connecté à Dieu? C'est une problématique aussi. Donc, où allons trouver notre bonheur ou notre apaisement? Est-ce que c'est à travers le matériel, ou est-ce que c'est à travers le créateur de ce matériel qui est Dieu? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Donc, toutes ces technologies ont été développées, soi-disant, pour faciliter la vie des gens. Et voilà, donc chacun il essaie de trouver sa tranquillité, son apaisement dans ça. Mais nous, dans l'islam, et donc je termine par rapport à ça, Dieu dans le Coran dit, n'est-ce pas avec le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Donc tout être humain recherche la tranquillité et l'apaisement. Il veut être tranquille dans sa vie, avoir une vie paisible, tranquille et heureuse. Donc maintenant, chacun, il essaie de trouver ce bonheur, cette tranquillité. Certains pensent que c'est dans le matériel, certains pensent que c'est d'être connecté dans différentes choses. Mais nous, en tant qu'hommes de foi, si on essaie d'améliorer notre relation avec Dieu, qui est la vraie connexion, on va trouver la tranquillité. Voilà, donc c'est une présentation. Pour revenir à ce qu'a dit le père Benoît Marie sur on est toujours sujet finalement dans l'utilisation de cet Internet. Alors je vais vous citer deux exemples. C'est pas forcément vrai. Et où finalement la technologie, puisqu'elle est composée de 0 et de 1, a malheureusement tendance à éjecter le sujet.
c'est le principe de l'autocorrecteur, où par un simple algorithme, le sujet qui s'exprime avec ses difficultés, ses manques, etc., on va toujours dire quelque chose, mais c'est jamais ça, et bien le correcteur automatique, lui, il va gommer les fautes d'orthographe qui bien souvent ont une signification tout à fait personnelle, mais le correcteur automatique, lui, il s'en fout. Donc, pof. Et on voit bien que, dans une certaine mesure, ce sujet vient être évincé par la technologie. Donc, effectivement, on peut se demander, dans cette mesure, qu'est-ce qui reste du sujet? Alors, justement, ce que tu développes, c'est vrai, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie au sens biblique, hein, qui consiste à donner à un objet ou à une personne un pouvoir qu'ils n'ont pas. Et en fait, c'est ça. Ouais, absolument. Et je vais renforcer cet exemple par un autre exemple. Il y a une institutrice qui m'a raconté une anecdote absolument extraordinaire dans le cadre des procédures de protection des enfants dans une classe, dans le cadre de possibilités d'attentat. Les instituteurs sont désormais invités à allumer leur portable à tout moment de la journée, de manière à pouvoir être avertis en cas de difficulté, de mettre les enfants à l'abri et de garder visible dans cette période le portable allumé qui les avertira en temps voulu de se dégager de dessous des tables ou de l'espace protégé qu'ils ont choisi de. Et alors on voit bien que quand même cette relation au portable qui vient annoncer soit une catastrophe, ça fait un peu vie et mort, quoi. Hein, ça fait un peu toute puissance, cet objet qui vient annoncer soit la fin du monde, soit au contraire notre salut. Il occupe une place tout à fait particulière. Alors, ça demande quand même un certain apprentissage et un certain recul pour se dégager quand même de cette valeur que la technologie, malgré tout, vient nous imposer. C'est un outil. Et c'est bien qu'il y ait des outils technologiques qui puissent nous aider. Mais justement, cet outil est au service de l'homme et non pas le contraire. Voilà. Toute la question est là. Je vois que c'est ça le discernement. Voilà. Être des hommes de discernement. J'avais une question à vous poser justement à chacun de vous, qui est un responsable de communauté, pour toucher les jeunes, puisque c'est le thème de ce soir. Est-ce que vous passez par les réseaux sociaux? Est-ce que vous, Gérard Zarbi, pour mobiliser la communauté de vos jeunes à la synagogue de Cachan, il est préférable de passer par le bouche à oreille ou par le téléphone, Facebook? Qu'est-ce qui est préférable finalement? Toute la communication est autour des mails. Oui, on utilise les réseaux, on utilise les messages. Encore une fois, il faut vivre avec son temps. Et on a beaucoup plus. Je veux dire, c'est beaucoup plus rapide de contacter, de donner le message. J'en veux pour preuve, un de nos corréligionnaires est décédé là il y a quelques heures. Donc, pour informer tout le monde, envoyer une lettre, envoyer un fax, tout ça c'est dépassé. Et lorsqu'on veut toucher très rapidement un public, on envoie un message, on envoie. Mais encore une fois, la technologie et les réseaux sociaux sont quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il faut mettre certaines limites lorsque ça dépasse le cadre de la moralité. Nous vivons au quotidien avec les réseaux sociaux et nous sommes tous concernés par les réseaux sociaux et nous les utilisons, enfin en tout cas, moi pas trop, mais j'utilise Internet, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de fantastique, mais ça peut pousser aussi, alors je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le curé, c'est ce côté où l'objet ne doit pas être un objet de vénération, mais il doit être au service de l'homme. Et ce que je crains, et c'est là où il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'on rentre dans une ère messianique, entre guillemets, qui soit que Google soit Google ou les grands acteurs de la vie des réseaux sociaux. Et l'humanité
est riche de sa différence. Chaque coin du monde, lorsque je me déplace en Afrique, parce que j'y vais énormément, et où je rencontre des gens différents, je m'enrichis de leurs différences, je m'enrichis de leur culture, et je m'enrichis, et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ce que je crains, c'est que ces réseaux, à un moment, nous modèlent tous sur le même moule, et nous mettent tous à penser de la même manière. Or, il faut garder ces traditions. Elles sont belles, nos traditions. Chacun d'entre nous a ses traditions et chacun doit les défendre. Il faut qu'on les transmette et qu'on les perpétue. Et il faut faire attention que ces grands acteurs de la vie ne travestissent pas les traditions dans lesquelles nous inscrivons et qu'il faut pousser, garder, conserver, parce que nos ancêtres ont vécu avec, nos parents ont vécu avec, et nous devons transmettre ces différences de façon à garder la richesse de l'humanité. Et vous, cher Benhamar, est-ce que vous passez aussi par les réseaux sociaux, les mails, Facebook, pour que vous mobilisez vos jeunes, ou vous avez une autre pratique avec eux? On a une autre approche, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément des mails ou des réseaux sociaux. Non, c'est surtout des démarches de proximité. On va bouche à oreille, où on informe les gens, on va les visiter. On va visiter les gens chez eux. Parce que nous, dans notre état d'esprit, on privilégie cette démarche. C'est pas qu'on dénigre les réseaux sociaux, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de... C'est très utile, comme a dit M. David, c'est très utile. Cependant, nous, on privilégie donc aller vers l'autre, la relation humaine. Et pour nous, ça, c'est l'essence même de la foi. Aller vers l'autre, le rencontrer réellement, parler. Certes, c'est plus difficile, je suis d'accord avec David, les mails, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide, mais derrière ce sacrifice et cet effort, on donne de la valeur à l'être humain. Donc c'est notre démarche. Et voilà, donc c'est assez efficace, c'est fatigant, c'est vrai, mais voilà, c'est notre démarche. Et vous, monsieur le curé, après le pasteur. Vous n'avez plus de muezzin, monsieur Benhamar. Pardon? Vous n'avez plus de muezzin. De muezzin? Oui. Je ne sais pas, pour communiquer, pour informer une réunion, il y a différentes manières. Il y a les mails, il y a les rassemblements du dimanche, il y a le téléphone, enfin voilà, moi je ne veux pas d'a priori contre toutes ces méthodes, hein, à partir du moment où on communique. Mais le danger, effectivement, ça serait de se servir, à mon avis, de ces réseaux pour en faire des conférences, effectivement, qui nous éloigneraient de la réalité humaine. Je vais peut-être développer un peu ce que les uns et les autres. Cette réalité, le jeune aussi souhaite développer, de cette réalité humaine, dans la condition humaine de l'espace et du temps. Mais est-ce que c'est pas nos angoisses à nous? On ne peut pas zapper l'espace et le temps pour se construire et entrer dans une tradition. C'est-à-dire il faut entrer dans cette relation humaine, faire l'expérience avec les uns les autres, faire l'expérience avec une communauté, pour se confronter à une expérience, afin que moi-même je fasse ma propre expérience. C'est ça, il faut que je fasse mon expérience dans une expérience communautaire. Et le problème peut-être des jeunes aujourd'hui, le risque, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de faire cette expérience personnelle dans une expérience communautaire. Car s'ils ne font pas cette expérience personnelle, ils vont subir, même s'ils n'en ont pas conscience, tout ce qui leur arrive, et ils ne vont pas avoir la possibilité de gérer et de discerner ce qui est bon pour eux. Et les voisins tout à l'heure, quand tu parlais justement, enfin, je trouve que c'est très intéressant parce que nous, on est tous là, on n'est pas très connectés, en fait, et puis on a les jeunes qui sont connectés. Alors est-ce que c'est pas nos propres craintes aussi, dont on parle principalement plutôt que les jeunes? Et puis là, tout à l'heure, quand tu t'exprimais, c'était vraiment très intéressant parce qu'il dit que nous, les réseaux sociaux, c'est fantastique. Enfin, c'est fantastique d'ouverture sur le monde, avec des avis que nous, on
rencontrera peut-être jamais dans notre vie parce qu'on ne va pas discuter avec un Chinois ou voilà. Mais effectivement, c'est tout à fait pertinent. Le truc, c'est que tu considères que du coup, tu as une expérience à travers ce que tu as entendu, qui lui-même est peut-être déjà un peu faux et un peu travesti avec ce qu'on veut faire passer à travers Internet. Et effectivement, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'il va en faire, justement? Qu'est-ce qu'il va en faire de cette expérience? C'est lui-même aussi ne s'est pas positionné d'une certaine manière, vous voyez? Parce que voilà, comment il va pouvoir avoir la liberté de vraiment rencontrer l'autre. Monsieur le pasteur a une réaction aussi, parce qu'en fait, vous avez une paroisse un peu particulière, vous êtes à 500 mètres d'ici, mais côté Bagneux, et vous avez des fidèles un peu répartis dans toute l'île de France, puisque votre communauté est plutôt anglophone, plutôt du Nigeria, et donc comment faites-vous pour mobiliser votre communauté? Vous avez absolument besoin des réseaux sociaux, j'imagine. Alors, avant de continuer, ce que vous venez de dire, il n'y a pas de contradiction. On a tous besoin de ça, pour ça. Des relations humaines certaines, il faut l'avoir, sinon on vit dans le virtuel. Et aussi, on a besoin de la technologie. Donc, tout va ensemble. Tout devrait aller ensemble. Il y a d'autres personnes qui ne l'utilisent pas parce que ça ne les est pas trop approprié. Donc, chacun utilise la bonne chose, c'est qu'il faut qu'on utilise. Et c'est ça. C'est ça que moi, je suis farouche là-dessus. Il faut savoir qu'un être humain, je parle encore par rapport à des animaux, on a des capacités, on a du oui, on a cette volonté. Donc, c'est la volonté qui fait que, bon, il y a beaucoup de Gandhi, Jésus, Mohamed, tout ça, mais vous êtes aussi des Gandhi, des Mohamed, des Jésus. On a cette capacité de faire des bonnes choses. Et quand un être humain refuse de faire des bonnes choses, c'est plus bon. La personne s'abaisse comme un animal. On ne dit pas que les animaux ne sont pas bien ou quoi que ce soit, mais selon ce que moi je sais, on est inférieur, on n'est pas des animaux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je veux aussi, il y a deux choses. Au niveau de Gogou, comme vous venez de le dire, c'est très important. Parce que si on ne fait pas attention, on va commencer à vénérer Gogou un jour. Ça va devenir ça. Ça va devenir nos dieux. Ok, c'est pas ça. Et Gogou, qu'est-ce qui va arriver? Non, il faut qu'on se lève. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme ça. Et le monde, je dis, parmi la limites. La technologie, c'est bon, mais il faut qu'on le réconcilie avec la technologie. Parce que sinon, un jour, on disparaît. Ça, c'est une chose. Pour nous, les réseaux sociaux, la manière que nous, on utilise, qui est autre chose, qui n'est pas mal, c'est que à l'église, quand on prêche, ça passe directement sur Messenger, sur Facebook, et on voit des connectivités dans le monde entier. Par rapport à on est peut-être 50, on voit presque 900 personnes. Vous voyez? Et qui nous aussi dit, parce que voilà, il y a le chant, il y a la danse, il y a les prêches, et puis bon, ils donnent les commentaires après, donc chacun utilise. Mais oui, d'accord, monsieur le pasteur, mais je vois aussi un certain danger quand même sur ces... C'est pas simple, parce que comment... Le problème, c'est comment chacun, à travers le monde, va s'approprier une réflexion qui est forcément déconnectée de lui-même. Comment aussi il va pouvoir, avec d'autres, reprendre cette réflexion. Voilà, c'est toujours la question. Comment s'approprier les choses, comment avoir la possibilité d'avoir la liberté de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Ah oui, sur ce point-là, bon, j'espère qu'on sera d'accord ou pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire je suis le meilleur ou pas le meilleur. S'il y a des messages qui sortent sur un sujet, par exemple, il y a des sujets qu'on dit parfois, ne juge pas. Ou parfois, aime ton ennemi. On n'est pas dans ce contexte et on prie, on chante, voilà. Je ne crois pas que je suis approprié pour dire toi tu as mal fait ou quoi. Mais celui qui veut juger ou qui veut dire quoi que ce soit, libre à lui. Je ferai une autocritique sur ma propre église catholique. Par exemple, le dimanche matin, il y a des émissions merveilleuses dans toutes les religions. Je trouve ça très bien. Sauf que j'ai une petite réflexion par rapport à ce que nous faisons.
nous répercutons une célébration, en général. Bon, je trouve que la première partie de la parole, c'est très bien, même avec l'homélie, très bien, mais je ne vois pas pourquoi on montre à la télévision l'Eucharistie, qui est déconnectée vraiment, puisqu'on ne peut entrer dans l'Eucharistie que si on communie, effectivement, de corps et d'esprit, à cette réalité. Vous voyez, là, à mon avis, bon, tout le monde sera, bien sûr, on peut avoir des avis différents, mais je trouve que cette question est intéressante. Hein. On ne peut pas tout transmettre dans les réseaux, l'image, pour vraiment... C'est un peu une participation tout à fait artificielle. C'est pour ça que je limite. Mais l'intérêt, c'est quand même que les sans religion, justement, puissent communier, ou en tous les cas apprendre à estimer la foi des chrétiens, la manière dont ils vivent concrètement le culte. Et cela, de ce point de vue-là, c'est possible. C'est vrai que pour le chrétien, il manque évidemment à l'essentiel, mais pour les non-chrétiens, je pense que effectivement, ça oui, mais je pense que les non-chrétiens, la deuxième partie, pour eux, ça doit être vraiment très nuageux. Il y a une autre chose qu'on avait évoquée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce savoir qui nous arrive directement d'Internet? C'est-à-dire que on va prendre un passage, que ce soit de la Torah, du Coran ou des évangiles qu'on ne connaît pas, hop, on va regarder sur Internet, puis tout d'un coup on a l'impression d'être absolument repu, plein de connaissances, à la limite sans manque. Et à la limite, quel est l'intérêt d'un imam, d'un prêtre ou d'un rabbin si déjà on connaît tout sur tout? Oui, c'est le danger, ça, effectivement. Oui, beaucoup de gens pianotent sur Internet pour dire, voilà, je sais, je suis chrétien parce que je me suis informé et donc je suis chrétien, par exemple. Ouais, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je crois que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, il faut faire confiance à l'être humain. Je crois. Parce que, c'est vrai, il y a le rôle de prêtre, de pasteur, d'imam, on fait confiance à nous. On fait confiance à nous. Parce que, s'il faut dire que lui n'est pas assez intelligent de comprendre ce qui se passe, moi je ne suis pas. Je ne serai pas dans ça. Et Dame? Moi, juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que moi, ça m'arrive en tant que chrétienne de faire des recherches sur Internet sur certains documents, mais je vais aussi aux sources. Donc, je viens... Qu'est-ce que tu appelles aux sources? Oui, je m'explique. Ah, pardon. Donc, si j'ai une question, même si Internet m'a donné une réponse, mais je vais aussi la poser au prêtre, je vais la poser à une religieuse, je vais la poser à un paroissien. Je ne m'arrête pas sur la réponse qu'Internet m'a donnée. Après, je ne sais pas si tout le monde s'arrête forcément sur la réponse d'Internet, parce que s'il faut s'arrêter là-dessus, on n'apprend pas grand-chose en fait. On n'évolue pas plus que ça, je trouve. Ça, c'est mon avis. Doit-on se satisfaire de la réponse d'Internet? Non, justement. Voilà. Donc l'idée, c'est de partager. Voilà. Donc ça nous renvoie, je crois, quelles que soient les informations que nous avons, ça nous renvoie aussi à faire l'expérience personnelle. Et à mon avis, on ne peut faire l'expérience personnelle dans une communauté. Vous êtes d'accord? À un moment donné, on a besoin d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre. Pour que ça soit vrai. Voilà, c'est ça. Pour que ça soit vrai. Il faut souligner aussi qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des gens qui balancent carrément des informations fausses et qui ne sont pas censurées. Et donc, j'aimerais revenir aussi sur un aspect, la transition vers le virtuel, elle n'est pas nécessairement choisie. Le jeune, il vit son temps. Maintenant, il revient aux institutions qui l'éduquent, ou bien aux institutions sociales qui ont la responsabilité de lui transmettre des valeurs, de l'outiller, c'est comme de filtrage, un système de filtrage. L'usage des réseaux sociaux, là, petit à petit, en fait, il y a un impact sournois sur le psychisme de la personne qui... parce qu'on a l'impression de créer un monde
un monde qui est virtuel, mais qui petit à petit peut prendre la place de substitut des relations réelles. Mais maintenant, le jeune, il vit son temps. La société dans laquelle il vit, comment elle joue son rôle. Les institutions qui sont chargées de lui transmettre des valeurs, comment elle joue son rôle. L'école, l'université, la famille, l'église. Voilà, c'est là la question que je me pose. Parce que le jeune, il est dans sa société et il ne répercute que ce que la société le montre. Voilà. C'est la question que moi je me pose. Et elle n'est pas nécessairement choisie. Cette transition vers le monde virtuel, elle n'est pas nécessairement choisie par la Justement. Je vais me permettre là, il y a une position subjective qui m'interpelle. Ça veut dire que vous vous mettez en tant que pur consommateur d'une société qui ne serait pas la vôtre et dont vous n'êtes pas acteur. À la limite, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est écoutez, c'est pas votre société, c'est pas moi et la société, c'est je fais partie de la société et en tant que tel, je dois être acteur et je dois, à la limite, par le biais de participation à une communauté mieux informée, par le biais de réunions, intervenir pour informer des dangers d'eux, pour aller vers mes camarades, etc. Je veux dire, c'est vrai que j'ai coupé monsieur tout à l'heure peut-être un peu violemment, mais c'est vrai que... vous en parlez. C'est très gentil, je vous en remercie. Mais c'est vrai que la position aussi actuelle des jeunes, c'est de prendre facilement, et c'est vrai que c'est tentant parce que c'est à portée de main. Oui, mais je crois que la porte, à mon avis, ce que John veut exprimer, c'est que voilà, la société, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'elle est comme ça aujourd'hui. Et que les institutions, tu sais très bien que les institutions sont battues, enfin je veux dire, ils n'ont plus un rôle important dans la société, ils sont marginalisés. Hein, voilà. Donc, effectivement, c'est ça que tu développes. Hein. Oui. Et donc, le jeune est bien sûr façonné par ça. Et la question qu'il pose, qu'est-ce que font les institutions qui se disent, bah oui, nous, on a une richesse, et voilà, qu'est-ce que font les institutions devant ce monde qui nous apparaît aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de dire, je répète mon propos, les institutions, c'est pas nous contre les institutions. Les institutions, elles sont fondées d'individus. On est acteur de notre propre société. Oui, mais en même temps, les institutions... En même temps, je veux m'expliquer. Je n'extrayais pas les jeunes de la société. C'est parce qu'ils sont de la société que je le dis. Mais les institutions, chaque institution a un rôle en fait. Le jeune, il est acteur de la société, mais pas avec le même niveau de réflexion. Il n'a pas le même bagage que les institutions. Les institutions ont le rôle de faire grandir le jeune. Oui. Voilà. Et le jeune fait partie de ces sociétés-là. Et moi, la question que je me pose est que le jeune, quand il est dans la société et il n'a pas l'apport de ces institutions-là, il peut avoir 20 ans, mais demeurer psychologiquement bien dans la tête à 5 ans, si les institutions ne l'outillent pas. Et moi, la question que je me demande, c'est ça. Je me pose, pardon, c'est ça. Quels sont les outils que les institutions qui sont chargées de faire grandir le jeune mettent en place pour contrer un peu les abus de notre société d'aujourd'hui? Voilà. Une, c'est ici aussi, une des institutions ou des choses mises en place, c'est de discuter ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, ça c'est clair. On en a déjà parlé, l'Internet, c'est vraiment sur 100, on ne peut pas avoir peut-être plus que 5 à 10%, peut-être même 2 de bien. C'est vrai comme dit M. Boulay, c'est qu'il faut avoir une relation réelle et concrète. Mais c'est ça, hein, les parents aussi, l'école, l'institution, il faut. Et puis il y a des moments, il y a des gens qui ont honte de dire qui ils sont. Je vois ça. Que ce soit chrétien ou catholique ou. Mais
Fais valoir qui tu es. Il y a des gens qui se cachent. Hein. Ils disent, je ne suis pas chrétien. Non, c'est comme le fait comme mon Pierre qui dit, tu ne connais pas Jésus. Il faut s'affumer. Mais même si tu vois un diable, il faut affumer. Tu vois quelqu'un qui veut te poser en parlant. La communication, ça sert à ça, de résoudre les choses. Et moi, il y a des réunions que je ne fais pas et parfois je ne vais plus. Où je vois qu'on veut museler les gens, je n'aime pas ça. Où je vois que les gens ne sont pas libres d'exprimer. Ça, je ne veux pas. Mais quand on parle, quand je suis comme ça, on voit qu'on apprend. Et voilà. Madame, vous avez posé une question depuis plus longtemps tout à l'heure. Elle a levé la main. Madame. Non, c'est juste que moi je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'éducation. Et je me rappelle qu'un jour on m'a dit l'éducation des enfants commence 20 ans avant leur naissance. Donc, quand ils sont petits, c'est là qu'on les éduque pour leur avenir. Et c'est vrai qu'on est un peu plus de cours par rapport à tout ça, à la technologie. Nous, on est nés pas avec les tablettes, mais nous, on est nés avec la poste. Oui, la poste et tout ça. Donc, on écrivait beaucoup, on s'exprimait beaucoup, et on échangeait beaucoup. Et vous, c'est vrai que vous échangez beaucoup avec le téléphone, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant et c'est un avantage. Parce que nous, il fallait qu'on courait après les livres pour nous informer, il fallait qu'on cherche loin les informations. Vous, c'est à votre portée et à portée des mains. Et donc, moi, je trouve que si on savait ça il y a 20 ans, je pense que ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème. Moi aussi, je rejoins ce que vous venez de dire, qu'il faut avoir confiance aux enfants. Ce n'est pas un problème, c'est tout simplement qu'à vous, les jeunes, de filtrer et de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous voulez quoi? Vous voulez être premier en quoi? Ou est-ce que vous voulez être des savants? Est-ce que vous voulez être meilleur en quoi? Parce que vous avez tellement d'informations et il faut bien savoir les utiliser. Moi, je pense que vous êtes très riche. On ne peut pas dire plus, moins. Très riche et vous êtes doué. Comment, quand je vous vois danser, quand je vous vois vous exprimer très vite, il faut exploiter ça. Donc, moi j'ai peur de l'isolation. Il ne faut pas s'isoler. Hein? Quand on est en réunion de famille, je vois les enfants là, dans leur coin. Là, moi je voudrais bien vous entendre, vous. Là. C'est vrai que le train est parti, hein? Oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez avoir cette liberté de dire non? Ou est-ce que vous avez... Je sais pas. Le problème, c'est de dire non. Est-ce que ça va se passer de façon pacifique ou est-ce qu'il va falloir retrousser les manches et aller jusqu'à la confrontation? Non. Je sais que c'est pas très... c'est pas souhaitable. Dans le contexte actuel des choses, ça paraît de plus en plus difficile. Surtout quand on sait la ligne de conduite que les gens qui nous ont donné déjà Facebook et peu importe, les bénédictions, peu importe on va nous mener à terme. Vous pensez que nous, on n'a pas de maîtrise sur les réseaux sociaux, c'est eux qui nous dirigent et nous ne pouvons pas les modifier. Au début, si vous aurez pu l'avoir, je pense. Mais encore, quoique, c'est que vu que c'est tout nouveau, c'est tout beau, forcément, il y en a qui ont commencé à mordre, pour croquer dans la peau, et forcément, ça s'arrête. Parce que c'est un phénomène de société qui se génère par regarder le gazon du voisin. Une caricature à la façon. Vu qu'on est dans une société de consommation, c'est comme ça que ça marche. Lui, il a Facebook, moi je ne l'ai pas. Je vais devoir l'avoir aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça s'engage. On a perdu le contrôle. Je pense qu'il est intéressant juste de faire un petit rappel technique assez court, qui est vraiment de remettre la communication par Internet ou la communication numérique et donc instantanée en général. Elle a vraiment sa place d'outil. C'est-à-dire que les différentes étapes de communication d'esprit, nous avons juste avec la parole, ça en fait de pouvoir discuter avec l'autre et de communiquer pour notre pensée. Ça se continue ensuite avec l'écrit qui permet de le faire à grande distance, qui permet de le faire dans le temps, des choses qui restent et des choses qu'on peut envoyer à d'autres, qui voyagent et qui sont avec plusieurs personnes sans être défendues.
Et après, il y a un troisième point de similarité qui est celui de la communication qui est instantanée, qui permet de mélanger les deux. C'est à la fois de faire un contenu qu'on peut partager avec plein de gens, peu importe où ils se trouvent, même si on n'a pas accès directement en face, parce que c'est des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas du tout les mêmes environnements. Et ça permet en même temps d'avoir une notion d'instantané qui permet vraiment de discuter, plus que de simplement correspondre à des délais trop longs, mais vraiment de discuter et en plus de faire remonter des informations suffisamment fraîches pour qu'elles aient de la valeur. Le truc, c'est que comme tous les outils, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais comme tous les outils, il peut être bien utilisé, il peut être mal utilisé. Et effectivement, le problème qu'on a, c'est que on pourrait sembler libre d'utiliser ou non ces technologies-là, mais lorsque l'on est dans un pays civilisé, ce qui est le cas pour pratiquement tout le monde, je veux dire, on n'est pas libre ou non d'utiliser la parole, on n'est pas libre ou non d'apprendre à écrire, quand on nous propose en tout cas, on n'est pas libre ou non d'être sujet à tous ces outils-là, et donc aussi à toute une forme d'autorité qui est fondée sur ça. Et à mon avis, pour les réseaux sociaux, pour la communication par Internet, pour le chat, les SMS, le téléphone, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans des environnements qui intègrent ces technologies-là, et donc finalement, on n'est pas réellement capable de décider de ne pas les utiliser, on est entre guillemets forcé à les utiliser, bien qu'on puisse par contre choisir la manière dont on s'en sert, les informations qu'on communique avec, et comment on les utilise. Et du coup, ça fait justement un rapport assez intéressant à étudier, c'est vraiment à quel moment est-ce qu'on va essayer de mettre des limites comme celles qu'on met avec la politesse, l'interdiction de grossièreté, les codes sociaux qui sont très bien appliqués à l'écrit ou à l'oral. Comment est-ce qu'on va essayer de les transposer justement sur cette communication-là qui est plus impersonnelle, qui peut même être anonyme parfois, donc qui est pas, dans lesquelles on peut dire des choses sans qu'il n'y ait aucune conséquence pour soi, alors que ça pourrait avoir des conséquences d'une autre chose pour d'autres. Comment est-ce qu'on va réussir, et c'est là je pense que c'est intéressant de discuter là-dessus, à l'intégrer dans justement une société qui évolue, mais voilà, alors que ça évolue en fait beaucoup plus vite finalement que nos mœurs évoluent, que nos habitudes évoluent, et que l'éducation est capable d'appréhender ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand les gens qui nous éduquent, les gens qui nous forment, les parents, nos instituteurs ont eux grandi et été éduqués, ça n'existait pas de la même manière, c'était pas aussi utilisé, donc c'est ça, forcément, ils ne peuvent pas avoir déjà développé suffisamment et eux-mêmes suffisamment été imprégnés de cette éthique-là pour nous l'inculquer correctement. Donc à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'on a une responsabilité à notre génération. Et enfin, quand je dis notre, c'est aux générations dans lesquelles nous sommes élevés, c'est vraiment de faire face à cette singularité technologique, c'est-à-dire ce changement drastique de règles et de lois qui vont avoir des conséquences qui peuvent être excellentes si on sait les gérer correctement. J'arrête un petit peu. Ce jeune-là, regardez. On connaît, je ne sais pas. Regardez, franchement, quand je le vois, quand on voit ce jeune, on a tous des jugements. Quand on regarde quelqu'un de visage, on a un jugement. Il y a des jugements qu'on ne dira pas, ça reste intérieur. Dès qu'on voit quelqu'un, on a un petit jugement intérieur qu'on garde caché. C'est vrai, M. David, chacun a un petit jugement. Après, quand on parle de la personne, et après, on découvre un petit peu, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne coïncident pas par rapport à l'apparence. Moi, quand j'ai vu ce jeune-là, je me suis dit, c'est un jeune de Cachan, il vient de terminer son foot. Il va discuter un petit peu avec nous. Hein? Bon, ça va, il s'est un peu parlé comme ça, voilà, sans plus. Mais là, il parle 10 fois plus que Manu. Franchement, c'est pas pour lui passer la pommade. Là, on est bluffé. Donc, on est bluffé. Et là, ça, c'est la preuve même que lorsqu'on discute directement, lui, si je discute avec lui sur les réseaux sociaux Facebook, j'envoie, il a un pseudo, voilà. On discute, ok, il y aura des affinités qui vont se créer. Mais là, je discute directement avec lui, avec sa gestuelle, comment il parle, la façon, etc., les arguments. Et c'est vraiment super cohérent ce qu'il dit. Franchement. Donc, vous voyez qu'il faut faire ça, c'est important. Voilà. Un fervent défenseur de la Et j'aimerais vous répondre directement, parce que oui, il est possible effectivement de créer des outils au service de l'humanité. Et c'est la petite contribution que l'association CIeux actuellement réalise.
nous réalisons un réseau social qui sera prêt, j'espère, en décembre ou fin novembre, espérons, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, avec les jeunes en service civique, qui sera à la fois un moteur de recherche, comme Google, et à la fois un forum, comme Facebook. Sauf qu'on va lier les deux au service du rapprochement des peuples. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce réseau social, on pourra savoir, alors c'est impossible aujourd'hui, ce qui se dit exactement sur tous les thèmes de société dans chaque pays. Aujourd'hui, on est hyper connecté, mais malheureusement, cette connexion n'est pas très bien hiérarchisée, rationalisée, de sorte que, si vous voulez savoir ce qui se dit aujourd'hui, mettons en Birmanie sur l'écologie, je vous souhaite bien du courage. Il faut traduire le mot écologie en birman, et ensuite regarder ce que ça donne comme résultat de recherche. Et là, vous n'êtes pas du tout certain que les sites sur lesquels vous tombez sont des journaux birmans, ça peut être bien des journaux de pays voisins, mais qui ne sont pas birmans en tant que tels, et qui parlent tout à fait d'autre chose. Nous, on fait ce travail-là. Pour chaque pays, on pourra exactement savoir ce qui se dit. Alors, il y a Google News qui s'est rapproché un petit peu de cela. Sauf que dans Google News, vous n'avez que 70 pays. On en a quand même pratiquement 200 sur la planète. Et il n'y a pas des grands pays comme l'Algérie dans Google News. Si vous voulez savoir aujourd'hui ce qui se dit en Algérie sur le jeu de société, vous ne pouvez pas savoir avec Google News. Vous n'avez pas non plus la Tunisie, qui est un grand pays démocratique, également du printemps arabe. En revanche, vous avez le Maroc, la Chine, oui, et le Maroc. C'est le seul pays du Maghreb, avec l'Égypte à côté, à être référencé par Google News. Mais Google News Maroc, vous avez les informations, quelques journaux marocains, c'est vrai, mais vous avez beaucoup de journaux français mélangés aux journaux marocains. De sorte que vous ne pouvez pas savoir quelle est l'opinion publique au Maroc sur le sujet qui vous intéresse. Nous, on va pouvoir le faire, et mieux que ça encore, on pourra savoir ce qui se dit dans un pays, mettons l'Algérie, sur la France, et ce qui se dit en France, sur l'Algérie, sur tous les sujets de société. Et pour ne pas rester justement simplement spectateur de toutes ces informations, on va pouvoir avoir un forum par thème, justement. Par exemple, pour le thème civique, vous aurez donc ce qui se dit dans un pays sur ce sujet, ce qui se dit dans le pays sur tous les autres pays sur le sujet civique, et aussi ce qui se dit dans tous les pays du monde sur votre pays concernant le civique. Mais vous aurez aussi la possibilité, concernant le thème civique, de partager avec qui vous voulez des informations. Pas la peine d'être ami comme sur Facebook pour pouvoir partager une information, on pourra le faire directement sur le site. Et donc ce sera un forum où on pourra discuter du civisme en l'occurrence, de la citoyenneté, sur des religions, directement avec tout le monde dans chaque pays. On pourra vraiment aller discuter avec les Marocains, des Algériens, avec des Afghans, avec des Argentins, avec tout le monde, des Péruviens, enfin des Américains, vraiment sur tous les sujets du monde. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que on va pouvoir avoir une conscience planétaire sur des grands sujets de société comme l'écologie notamment, ou alors les droits de l'homme, un certain nombre d'exactions qui se déroulent dans le monde dont on n'est pas forcément informé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des boat people qui viennent d'Afrique vers l'Europe et qu'il y a des centaines de morts chaque mois, mais c'est aussi le cas entre Moroni, par exemple, vous savez, cette petite île entre les Comores et puis Mayotte. Mais ça, on ne le sait pas, on n'a pas les informations en France. Là, on saura concrètement, on saura qu'il y a effectivement des gens qui meurent tous les jours pour risquer leur vie, pour aller accoucher, par exemple, à Mayotte, ou au Tigre, etc. Donc, vous voyez, c'est un site qui va pouvoir permettre un rapprochement des peuples, véritablement, de façon à avoir une meilleure conscience planétaire de ce qui se passe, de façon à pouvoir aider les États, les peuples qui en ont le plus besoin, ou les situations qui réclament effectivement des réactions d'urgence, très rapidement. Voilà comment, vous voyez, une petite association comme la nôtre, au niveau local, peut parvenir à améliorer aussi les outils. Et comment cette idée est venue? Tout simplement à travers le dialogue interreligieux. C'est à force d'organiser des dialogues interreligieux, je me suis aperçu que dans les communautés, souvent on représente une culture, voire parfois un pays, telle synagogue représente plutôt telle ville d'Algérie, ou alors telle mosquée, plutôt également tel pays, telle région du monde. Pareil pour les églises évangéliques, qui souvent, Mathieu qui n'est pas là, mais son église elle est de Madagascar, c'est un chrétien évangélique, et il n'y a que des malgaches dans son église, dans la vôtre il n'y a pratiquement que des Nigérians. Donc il y a souvent effectivement dans les communautés religieuses des représentations qui sont un peu culturelles ou nationales, et je me suis dit, puisque dans le dialogue interreligieux, on offre un droit de regard de chaque communauté les uns sur les autres, pourquoi pas faire la même chose au niveau international, permettre qu'on puisse avoir un droit de regard sur effectivement les différentes cultures, les différents pays. Voilà comment aider ce projet. Alors,
ça répond partiellement à ta question. La naissance d'une nouvelle éthique, elle passe par quoi? Elle passe par une initiative individuelle avant tout. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que oui, effectivement, on passe par de grosses sociétés qui ont avant tout des intérêts financiers et avant tout une certaine vision du monde qui n'est pas forcément la nôtre. La mise en place d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle manière de voir le monde, c'est de ne pas rester passif face aux informations qui nous sont données, mais bien d'être acteur en mettant en place certains mécanismes qui nous permettent de contourner les barrages économiques et les intérêts financiers qui ont été mis en place. Et c'est par le biais d'initiatives comme ça que, eh bien, on ne va pas avoir systématiquement les informations qui intéressent Google en premier lieu. Et donc là, c'est une manière personnelle. Hein, c'est pas une grande corporation quand même. C'est vraiment une initiative individuelle, intelligente, tu vois, de contourner ça et de voir nouvellement le monde. C'est-à-dire de se réapproprier cet outil merveilleux qui est Internet et de le rendre subjectivement intéressant, enrichissant. Voilà. Et donc, ça répond, oui, il y a une nouvelle éthique qui se crée, mais c'est long. Mais c'est une nouvelle façon aussi de concevoir la vie, d'utiliser Internet différemment, etc. Moi, je voulais juste dire que Internet, c'est très intéressant. Mais après, il y a des mots qui sont importants également, le paroissien l'a dit, le temps, discernement, idolâtrie. Tous ces mots-là, il faut savoir les connecter aussi pour avoir le discernement, justement. Il y a également l'agression de la société. La société nous fait croire des choses, nous donne des choses. Mais Internet, c'est pas que mal pour les jeunes ou bien pour les jeunes. Il y a les personnes avec les hommes avec un grand H qui peuvent être manipulés par Internet. Sur Internet, il y a tout. On trouve tout. Il y a une temporalité également. Ici, ce débat peut être annexé à l'autre bout de la planète via Internet. Et en ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, on va payer nos impôts via l'informatique. Donc, ça posera problème pour les personnes les plus âgées, très certainement. Comment on les éduque? Comment on éduque? D'ailleurs, ce mot éducation est revenu. Mais sur Internet, je peux trouver des gens qui sont très intéressants et qui peuvent me dire également des choses très intéressantes. Et le discernement, c'est quoi? C'est d'avoir son libre arbitre, de pouvoir choisir, de pouvoir... Mais c'est monsieur qui disait à un moment donné, à 2-3 ans, c'est comment les parents également ont éduqué les jeunes à... Le seul petit bémol que je mettrais, c'est cet algorithme il n'y a pas d'autre terme qui me vient. Cet algorithme de merde qui vient vous auto-suggérer le remplissage. On tape sur Google ou sur YouTube ou je ne sais trop quoi, pof, le premier mot. Et tout d'un coup, pof, il y a une liste qui débat. Alors, ça pose non seulement le problème du libre arbitre, mais aussi qu'est-ce qui va rester du désir, de mon désir d'aller jusqu'au bout de ma recherche et pas simplement de me satisfaire de ce qui est vomi par ce moteur de recherche. Donc, finalement, est-ce que je vais me satisfaire et pas aller jusqu'au bout de ma recherche? Est-ce que finalement je vais me contenter de ce qu'on m'a balancé commercialement? Il y a aussi, là aussi, une nouvelle éthique une véritable prise de conscience que derrière chaque formulation suggérée, il y a un enjeu commercial. Mais si vous regardez Google, au départ, les premiers liens, c'est des liens commerciaux. Et après, ça dépend à quelle page vous allez. Vous pouvez aller à la 15e page. Rien ne vous empêche d'aller à la 15e page. Mais ça, encore, il faut être suffisamment armé psychologiquement et de savoir pour pouvoir savoir tout cela. Mais
demain, Facebook, moi j'ai appris beaucoup de choses sur Facebook. J'ai eu beaucoup d'informations sur Facebook. J'ai eu beaucoup de connexions avec des amis, des cousins qui sont à l'étranger et qui sont à des continents différents, etc. Donc c'est pas forcément mal. Après c'est pas mal. Mais après on peut également déraper parce que l'ordinateur nous propose également des choses. Et c'est là où on peut déraper, ou pour les plus jeunes, voire les moins jeunes également. Mais demain, libre à tout un chacun également de créer comme monsieur son propre univers en se disant, bon voilà, nous on veut toucher telle partie de la population, telle communauté, etc. etc. Mais libre à moi également de choisir si je veux aller sur Facebook, ou si je veux aller sur Ciel, ou si je veux aller... Qui me dira non, mais ça c'est mieux que ça. C'est moi qui le choisira. Avec mon libre arbitre. Oui, je m'approprie. Voilà. Il faut que je m'approprie ce que je vis. C'est ça. Voilà. Mais il faut essayer de saisir dans ce que j'approprie, qu'est-ce que ça me fait, moi. Je dis souvent acteur et pas spectateur. Oui. Dans ma vie de tous les jours, voilà ce que je dis. Acteur et non pas spectateur. Voilà. Va vers l'information, mais beaucoup diront également que nul n'est détenteur du savoir absolu. Nul n'est détenteur du savoir absolu. Tout le monde peut se tromper. Vous qui êtes responsable religieux, vous pouvez également vous tromper. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Tout le monde a dit ça. Bon, de la façon, le dialogue, bien sûr, la communication. Après, ça vient. Donc, moi, en tout cas, bon, c'est vrai qu'il faut avoir du respect quand même pour un prêtre, moi, pour un imam, pour un pasteur, c'est la moindre des choses. Pour avoir du respect. Voilà, pour tout. Mais alors, je dis ça. Parce que dans ce monde-là, libre à chacun, tout est permis, tout n'est pas permis. La parole est à tous. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu à l'époque où il n'y avait pas Internet. Et c'est vrai qu'en tant que parent, je me suis trouvée bien impuissante face à l'arrivée de ces réseaux, en particulier pour la dernière, parce que mes aînés déjà, eux, n'ont pas connu les réseaux quand ils étaient petits. Et moi, donc on est une génération charnière. On n'a pas su faire, on s'est un peu planté quand même. Mais alors moi, je pose la question aux générations qui viennent après nous. Est-ce que vous, en tant que jeune aujourd'hui, par rapport à votre expérience, par rapport au réseau, etc., en vous projetant dans l'avenir, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à vos enfants? Voilà. Comment vous allez faire est-ce que vous avez déjà une petite idée comment vous allez faire pour donner ce cadre, pour instiller déjà, pour essayer d'être acteur en tant que ceux qui vont mettre en place cette fameuse, ces codes, ces nouveaux codes qui vont aider vos enfants. Mais je crois que monsieur a répondu tout à l'heure. Il disait que c'est ce qu'on inculque à nos enfants, c'est ce qu'on dit. Donc à partir du moment où on a le bon comportement, inculquer le bien, le mal, et après on peut l'appliquer à plusieurs pratiques. Oui, mais bon, par rapport, est-ce qu'il n'y a quand même pas une éthique appliquée? Je veux dire, il y a une morale bloquée sur le bien et le mal, mais il y a, comme le code de politesse et une éthique appliquée par rapport à un certain contexte social, peut-être qu'il faut aussi aller vers une éthique plus appliquée par rapport aux relations qu'on peut développer au sein des réseaux. Et donc peut-être que les jeunes générations, elles ont peut-être des idées déjà par rapport à comment ils vont faire avec leurs enfants. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Par rapport à ça, j'ai pas mal de petits frères, je vois le temps qui se passe, et surtout le temps dont on m'inquiète. C'est le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux, c'est le temps qu'on passe à la classe. C'est incroyable. Là, ça peut être des heures et des heures et des heures. Sur une semaine, on a perdu du temps, alors que autant prendre avant comment les gens faisaient. Ils prenaient un livre, ils apprenaient à travers le livre.
Et là, il y avait plus de connaissances, etc. Moi, je trouve qu'à travers tous ces réseaux sociaux, on va passer du temps, mais la chose va passer, mais alors qu'avec un livre, là, parce que c'est toi qui auras fait l'effort pour aller chercher des livres, c'est toi qui auras fait l'effort, et derrière ça, il y aura un résultat. C'est pour ça que les réseaux sociaux, parce que moi, je les utilise pas, je ne trouve pas vraiment comment ils ont fait avant. Et on voit aujourd'hui l'état. On voit l'état des gens, leur niveau, comme il est aujourd'hui, et l'état de nos parents, comme il est. L'état n'est pas pareil. Et nos enfants qui vont arriver, je pense que ça va être encore pire, ça va être grave, ça va se dégrader. Ce que vous soulevez là, à mon avis, ce que vous soulevez, c'est comment, en fait, avec les jeunes, on peut relire avec eux ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent. C'est une relecture. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui vont, ça passe, c'est une accumulation de choses, mais le problème, voilà, comment on gère toutes ces informations, comment on les fait passer en nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon, ça, la réflexion n'y est pas, la plupart du temps. C'est ça le problème. Et donc ça, le jeune est victime, en fait, de tout. Ce n'est pas un enrichissement, il est victime de tout ce qui tombe sur lui. On l'a dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est l'éducation du plus jeune âge. Comment vous allez faire vous allez tout de suite, excusez-moi, vous allez tout de suite donner, dites-moi. Parce que là, maintenant, je vois un problème. Comme vous dites, les enfants, les petits. Oui. Comment vous allez faire, vous? C'est ça, je pense. Vous allez enlever livre, chant? Non, c'est pas ça, mais comment nos parents ils ont fait? Comment nos parents ils ont fait? Oui, mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais après, peut-être c'est à nous de s'adapter, c'est à nous de trouver des solutions. Parce que comment moi, personnellement, je faire? trouve pas. Internet, c'est vrai, il y a des choses positives. Et moi, c'est surtout le temps, à travers le temps pour vous passer dessus. Donc, si mon enfant, je lui donne dès le plus jeune âge, je le mets dedans dès le plus jeune âge, etc., je m'inquiète, je me dis, mais le temps qu'il va passer dedans, c'est incroyable. Et dire, il va perdre son temps. Il va perdre son temps sur des choses, alors qu'on dit tous, on est tous des religions, on est tous notre religion, autant passer notre temps avec notre créateur que passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc, à quel âge tu vas acheter un téléphone? À quel âge je vais acheter un téléphone? Je sais pas. Moi, il y a une question que vous avez soulevée. Je voulais juste intervenir, je m'en vais après parce que je suis. Madame, la question que vous avez posée, nos parents se la sont posées, nos grands-parents également, et nos arrière-grands-parents, je veux dire, de génération en génération, on s'inquiète toujours pour nos enfants. On se pose toujours la question à savoir, j'ai vécu ma période, le monde dans lequel je vis est différent de celui dans lequel j'ai vécu. Je suis soucieux de savoir comment mes enfants vont vivre cette période. Et donc je pense que de génération en génération, c'est toujours posé la question. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit, et je répète, faisons confiance à nos enfants. Ils sauront s'adapter, ils sauront utiliser les moyens de communication et les réseaux à bon escient. Voilà. Évidemment, il y aura des dérives. Évidemment, on ne les empêchera pas. Je voudrais juste rebondir, pour terminer, sur cette éthique nouvelle. Ça me gêne. De parler d'éthique nouvelle, ça me gêne. Moi aussi. Ça me gêne terriblement de dire qu'il y a une éthique nouvelle. L'éthique est basée sur les courants de pensée philosophiques, les religions, ce qu'a vécu l'humanité de génération en génération. Et parler d'une éthique nouvelle, ça me déstabilise. Ça veut dire que l'expérience des 2 ou 3 000 ans qui viennent de s'écouler, et qui a forgé l'éthique, elle est à remettre à plat. Oui. Ou alors faut-il l'adapter? Moi je pose la question, mais comment? Excusez-moi, quand je parlais de relecture, effectivement, c'est comment on relie tout ça dans notre tradition de civilisation religieuse. Comment? Enfin, c'est la question des prophètes. Les prophètes, effectivement, les prophètes, ils ont une relation importante à Dieu, par rapport au commandement de Dieu. Et ils voient des situations. Et donc ils relisent cette situation dans cet amour de Dieu, pour donner une ouverture, un avenir, pour dire attention, vous allez vous planter. Parce que, effectivement, c'est pas possible de ce que vous vivez par rapport à ce que Dieu nous demande. Bon, ça c'est dans la foi, une relation. Mais voilà, nous les chrétiens, les musulmans, les juifs, nous devons, à mon avis, relire notre société par rapport à notre tradition religieuse. C'est une relecture. Et donc apprendre aux enfants à relire leur vie. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ah, qu'est-ce que tu as discuté avec le copain?
Hein, voilà, gardez toujours le contact pour relire avec lui les situations. Sinon, le pauvre, il est perdu. Il n'a pas d'ancrage pour relire son existence par rapport à une communauté existentielle religieuse ou philosophique. Je suis désolé, je vais devoir ranger. C'est terminé. Voilà, je